J'espère que tout le monde nous entend bien et nous voit bien et accède aussi à la présentation. On se retrouve aujourd'hui pour un webinaire donc, sur la thématique du numérique en santé. Pendant ce webinaire, on va avoir différentes interventions, notamment une présentation de l'outil Mon Espace Santé, ainsi qu'un témoignage de Florence Morvan, directrice des soins à l'hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve. Il y aura aussi une intervention de Pierre Dubreuil de la délégation ministérielle du numérique en santé qui nous présentera, qui fera une petite intervention voilà, sur les 3 ans de Mon Espace Santé. Un échange également sur les autres outils numériques en santé, donc notamment Bien Trajectoire, Amélie, etc. Nikita Morvan ne sera pas présente puisque souffrante. C'est Loïc Charpentier de l'Agence régionale de santé Bretagne qui nous présentera Mon Espace Santé. On aura aussi une intervention de Pascal Calégari de la CNAM CPM du Finistère. Et je pense n'avoir oublié personne parmi les intervenants. Donc merci à elle et eux d'être présentes aujourd'hui. Je vais commencer rapidement par faire une petite présentation du hub. Donc le hub, c'est à la fois un consortium composé de Rennes Métropole, du département de l'Ille-et-Vilaine et du département des Côtes-d'Armor, de la préfecture de Région Bretagne, de la région Bretagne et de la Fédération des centres sociaux de Bretagne, qui est le porteur opérationnel dont nous sommes salariés. Donc tous les trois avec Antoine Potier, coordinateur et chef de projet du Hub, Agathe que je remplace dans l'équipe pendant quelques mois, et Laura Lazéné qui s'y présente, qui est chargée de projet Portrait. Rapidement pour vous parler des missions du Hub. Donc, le Hub a pour mission, donc 3 grandes missions: animer l'écosystème de la médiation numérique, développer la médiation numérique et offrir un pôle de ressources à la fois aux acteurs et actrices de la médiation numérique et plus largement à l'écosystème de l'inclusion numérique en Bretagne. Donc, parmi les actions finalement d'animation de réseau et d'offres en termes de pôle de ressources, voilà, nous organisons depuis quelques mois des webinaires à destination de ces publics. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail. Si vous souhaitez et que vous ne connaissez pas encore le Hub et que vous souhaitez en savoir plus, nous avons un site internet, donc hub-bretagne.net, où vous pourrez avoir toutes les informations sur ce qu'on fait. Sans plus attendre, je vais inviter Monsieur Pierre Dubreuil à prendre la parole pour un petit mot d'introduction sur les 3 ans de Mon Espace Santé. Et je vous laisse récupérer le partage d'écran. J'arrête le partage de mon côté. Tac. Bonjour à tous. Effectivement, Pierre Dubreuil de la délégation au numérique en santé côté ministère. Moi, je n'ai pas les slides consolidés. Je ne sais pas si c'est Loïc ou quelqu'un d'autre côté région. Je parviens pas à reprendre la main sur le partage. Devenir présentateur, peut-être par ici. Hop, Oui, ça tout à va. fait. D'accord. Ok. Voilà, pardon. Je ne suis pas habitué à cet outil. Voilà, donc effectivement, on voulait parler du carnet de santé numérique interactif et sécurisé Mon Espace Santé. Et la parole à Pierre Dubreuil pour un anniversaire un peu particulier aujourd'hui. Oui, parce que effectivement aujourd'hui, en parallèle de ce webinaire, on lance également les 3 ans de Mon Espace Santé. Ça sera une série de webinaires, un par région, où ce sera l'occasion de célébrer les réussites dans chacune des régions autour de Mon Espace Santé, et puis de voir aussi le chemin qui reste à parcourir pour que le partage fluide et sécurisé des données de santé soit une réalité sur tout le territoire. Donc,
Mon espace santé, vous aurez une présentation des fonctionnalités en détail juste après, mais c'est votre carnet de santé en ligne qui va permettre de stocker et de pouvoir partager vos données de santé tout au long de votre parcours de soins. Donc, des dates clés, hein, c'est janvier 2022, le début des notifications à l'ensemble des citoyens, puisque vous le verrez, tous les citoyens quasiment disposent d'un carnet de santé numérique Mon Espace Santé. Donc, était terminé d'être créé en juillet 2022. Et puis là, du coup, on fête les 3 ans de Mon Espace Santé. Très bien. Eh ben, écoute, je te propose peut-être sans plus attendre d'aller un petit peu plus en détail dans ce qu'est véritablement Mon Espace Santé, puisque certains interlocuteurs peut-être ne connaissent pas encore tout à fait ce carnet de santé numérique. Et puis, on reviendra en fin de présentation sur quelques chiffres de la dynamique régionale. Alors, Mon Espace Santé, je ne maîtrise pas suffisamment bien l'outil pour vous diffuser un petit sondage, même si je sais que la fonctionnalité semble disponible. Ça aurait été intéressant de savoir un petit peu qui avait activé son espace santé à titre personnel parmi vous. Mon Espace Santé, donc, c'est votre carnet de santé numérique. Disponible pour l'ensemble des citoyens français et que l'on peut activer pour aller s'en saisir et l'utiliser pleinement dans ses différentes fonctionnalités. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un service qui est donc à destination de l'ensemble des citoyens, mais qui implique aussi les professionnels de santé. C'est un service qui a été construit en concertation avec l'ensemble des acteurs, et y compris les associations de patients. Donc, il a été conçu aussi par les patients, pour les patients. On voit que le patient est au centre de cet outil, et il a été conçu bien évidemment pour avoir une interface ergonomique, simple d'usage, dont on peut se saisir facilement comme n'importe quelle application. Alors, Mon Espace Santé, c'est donc un espace sécurisé qui va recevoir toutes vos données de santé, tous les documents de santé produits par les professionnels que vous allez voir, que vous allez consulter, votre médecin traitant ou l'hôpital ou le laboratoire d'analyse biologique. Tous ces documents produits vont être déposés automatiquement dans Mon Espace Santé. Donc déjà, en avoir un créé, comme 97% des Français, c'est bénéfique parce que les professionnels vont pouvoir mieux nous soigner en ayant accès avec notre accord aux bons documents au bon moment. Le médecin traitant pourra avoir vos résultats d'analyse, l'hôpital pourra avoir des informations sur vos traitements en cours, à la sortie de l'hôpital, de nouveau, le médecin est informé de votre compte-rendu d'hospitalisation, etc. Donc, on voit que c'est un outil qui permet de coordonner, une meilleure coordination des professionnels autour de nous dans notre parcours de santé. On a donc dans cet espace 4 grandes fonctionnalités principales. La première partie, c'est le dossier médical, dans lequel, alors, on va avoir cet espace, ce réceptacle sécurisé qui reçoit tous nos documents produits et les stocks de façon organisée pour y avoir accès plus efficacement, plus rapidement. Et puis, il y a également le profil médical. Le profil médical, c'est à nous, citoyens, patients, d'aller le compléter, de s'en saisir en renseignant nos antécédents médicaux, notre historique de santé, si on s'est fait opérer de ci ou de ça il y a 10 ou 20 ans. On peut aussi y intégrer ses directives anticipées, sa personne de confiance, les vaccins qu'on a déjà fait il y a un certain temps. On peut mettre tout un tas d'informations qui sont utiles pour notre prise en charge. Donc ça, c'est la partie dossier médical. On a également la fonctionnalité de la messagerie sécurisée. Donc la messagerie sécurisée, c'est un mail qui nous permet d'échanger avec un professionnel de santé de façon sécurisée, de bout en bout. Donc, l'échange est à l'initiative du professionnel, mais on va pouvoir s'échanger, par exemple, des consignes post-opératoires, des demandes de conseils ou des photos de plaies pour un suivi de cicatrisation. Ou voilà, toutes ces données qui sont un peu sensibles et qu'on ne doit pas se transférer par mail classique, Gmail ou autre. On aura maintenant une messagerie sécurisée qu'on dit citoyenne dans Mon Espace Santé.
La troisième fonctionnalité, c'est un catalogue de services. Donc, comme le Play Store ou l'Apple Store, on va avoir des applications référencées par l'État, dignes de confiance, qui ont passé avec succès tout un test, toute une batterie de tests d'éthique, de sécurité, de conformité avec les critères de la e-santé et qui pourront, si on le souhaite, interfacer avec notre espace santé. Alors, on parle d'applications Amélie, Doctolib ou autres. Si on le souhaite, on pourra installer ces applis et qui s'interfaceront avec mon espace santé. Et puis, la dernière fonctionnalité qui était très attendue et qui est enfin arrivée en 2024, c'est l'agenda. Donc, l'agenda, il va permettre à terme d'avoir tous nos rendez-vous santé dans un seul endroit et de tracer ces rendez-vous. Donc, on va avoir également des informations de prévention qui vont pouvoir être poussées par l'assurance maladie, comme les bilans de santé aux âges clés, la détection de certains types de cancers également à certaines périodes de la vie, les rappels de vaccination ou autres. Donc, cet agenda nous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur notre agenda santé. Voilà un peu les 4 grandes fonctionnalités disponibles dans mon espace santé auxquelles vous pouvez aujourd'hui accéder. Si vous allez activer ça en 5 minutes, vous pouvez avoir accès à tout ça et vous pouvez commencer à consulter, à voir ce qui arrive dans votre espace en termes de documents médicaux. Alors, un petit focus justement sur un petit peu plus en détail sur ces fonctionnalités. Donc, on a la rubrique documents médicaux. Vous voyez, on va avoir tous les types de documents qui vont être déposés par les professionnels et qui vont être classés par catégorie. On a les radios, les ordonnances, les comptes rendus d'hospitalisation, les lettres de liaison, etc. On va avoir tous ces documents qui seront stockés, sécurisés dans ce service public porté par l'État, sécurisé. Et qui permet aux professionnels à terme, dans leur logiciel métier, d'accéder avec notre accord aux documents nécessaires. Je dis avec notre accord parce que le consentement est aussi au cœur de l'utilisation de mon espace santé. On va en parler. Donc, ces documents de santé, donc vous l'avez compris, sont alimentés par les professionnels en automatique, c'est la cible, mais aussi ils sont alimentés par vous. Vous pouvez à tout moment, comme dans n'importe quel espace de stockage en ligne, ajouter un document que vous prenez en photo et puis vous l'insérez dans votre espace. Il est là, il est stocké, il est sécurisé. Il vous suivra dans le temps ou géographiquement ou aussi en cas de départ de votre médecin traitant. Vous n'avez pas à tout refaire ou à rechercher les documents dans des pochettes papier perdues dans l'armoire d'en haut. Tout sera là sécurisé dans cet espace. Donc, c'est aussi une sécurité et une sérénité, j'ai envie de dire, dans la gestion de sa santé. Voilà, donc il y a différentes fonctionnalités. On peut rechercher un document par filtre. On peut avoir le nom, la date, la personne qui l'a ajouté, le praticien ou soi-même. Voilà, donc on a cet espace de stockage. Ajouter facilement un document avec un bouton. Vous voyez, c'est très simple, très ergonomique. Et puis, on peut télécharger, bien sûr, des documents si on souhaite les réimprimer ou les stocker en plus au format physique. Ça, c'était la première partie. Le profil médical. Donc, je vous expliquais, vous pouvez le compléter, ce profil médical, avec vos traitements, vos habitudes de vie aussi, des mesures, éventuellement, entourage et volonté, les directives anticipées. C'est aussi très important de pouvoir indiquer, mentionner ces informations quand on est en pris en charge et qu'on est inconscient. On n'a pas toujours la capacité d'exprimer ou d'indiquer ces directives. Là, tout est stocké dans cet espace et pourra être consulté par les professionnels si vous êtes pris en charge. On le voit, forcément, si on renseigne ces mesures, on va avoir potentiellement des courbes de poids, de taille qui vont être faites automatiquement. Fini le traçage sur le carnet de santé papier. Là, on peut avoir ça directement sur cet espace. Donc là, je pense surtout aux enfants en pleine croissance. On peut avoir évidemment son IMC ou autre. On voit qu'on a aussi des valeurs comme la tension artérielle ou la fréquence cardiaque. Donc là, justement, ça peut être des valeurs qui pourront être mises à jour automatiquement avec peut-être un dispositif médical connecté.
type pacemaker ou autre, qui pourra, si vous l'autorisez, directement renseigner ces valeurs dans votre espace santé, et ces valeurs, avec votre accord, pourront être consultées par le médecin qui vous suit, qui vous surveille. Donc là encore, on gagne du temps et on a des mesures comme ça qui peuvent être prises automatiquement et communiquées aux bons professionnels. Donc voilà pour la partie profil médical. J'en parlais avec la rubrique agenda. On a également un carnet de vaccination. Alors, les vaccinations, c'est très à l'ordre du jour, hein. Voilà, on a dans ce carnet de santé possibilité on a toutes nos vaccinations qui sont renseignées par les professionnels et qu'on peut ajouter aussi soi-même et qui permettent de bien savoir où on en est finalement dans ces vaccinations. On peut éditer et télécharger une synthèse de ces vaccinations qu'on peut aussi apporter directement chez les professionnels si celui-ci ne consulte pas encore. Voilà, un agenda, un calendrier simplifié des vaccinations qu'à titre personnel j'utilise, notamment pour mes enfants en bas âge, j'en ai un certain nombre. C'est très pratique de savoir qui doit faire son rappel de ceci ou cela. Et donc, tous ces documents sont directement intégrés dans mon espace santé. Dès que la vaccination est faite, ça tombe dans mon espace santé et ça s'inscrit dans le carnet de santé de l'enfant. Voilà. J'ai oublié de vous dire que pour vos enfants, chaque personne a un carnet mon espace santé qui lui est propre. Ceux de vos enfants mineurs vous sont rattachés jusqu'à leur majorité et vous les gérez tout simplement en cascade sous votre espace. Donc, à leur majorité, leur espace se désolidarise du vôtre et ils deviennent autonomes avec leur propre espace. Sur l'agenda, voilà, ça fonctionne comme ça. Vous avez une page agenda, vous pouvez ajouter un événement, un rendez-vous planifié, une hospitalisation programmée, et vous avez exactement les mêmes fonctionnalités qu'un agenda classique. Vous pouvez vous créer un rappel pour ne pas louper un rendez-vous santé. Voilà pour la rubrique agenda. Donc, si vous avez des questions, peut-être que je peux essayer de regarder. Est-ce que le dépôt des résultats d'analyse et autres documents est obligatoire pour les professionnels de santé? Oui, il l'est. Peut-être, Pierre, est-ce que tu veux répondre un petit peu sur cette obligation réglementaire qui est en train d'être mise en œuvre auprès des professionnels pour favoriser l'alimentation systématique des documents? Oui, alors effectivement, il y a plusieurs choses sur l'alimentation automatique. D'abord, l'alimentation en fait, a été facilitée par un programme de financement des professionnels de santé par le ministère de la Santé. Donc, les professionnels de santé, les médecins, les hôpitaux, etc., leur logiciel a été mis à jour pour être interopérable, donc c'est-à-dire connecté à mon espace santé. Ils ont également une incitation financière à effectivement alimenter mon espace santé, et comme c'est pas suffisant, on a aussi effectivement une obligation légale d'alimenter certains types de documents. Ça va être le cas des comptes rendus hospitaliers, des prescriptions de santé pour tous les médecins, et voilà un certain nombre de documents qui sont cadrés, qui sont à envoyer dans mon espace santé. La question, la réponse stricte à la question, c'était ça, et après il y avait la réponse, la question de comment ça se fait qu'il y a des acteurs qui n'alimentent pas encore mon espace santé. Alors, soit il y a certains freins techniques qu'il faut qu'on lève avec les éditeurs en question, soit il y a également, c'est toujours à la main et à la responsabilité du professionnel. Donc, ça, c'est un travail de terrain qui est réalisé quotidiennement par les équipes et de la région et du national pour s'assurer que cette réalité se traduit effectivement sur le terrain. Mais vous le verrez après en chiffres, la dynamique est bien là, et les professionnels vraiment se mettent en ordre de marche et avancent dans l'alimentation systématique de mon espace santé. Si vous allez activer votre espace et que vous allez consulter, vous allez voir, il y a des documents qui arrivent par les professionnels qui vous soignent, vous n'avez peut-être pas conscience, mais voilà, les ordonnances du médecin généraliste tombent dans cet espace comme bien d'autres documents et j'ai pu le constater moi-même. Alors, quand on parle d'outils numériques, la question qui revient inévitablement, c'est la sécurité des données.
Et forcément, c'est un sujet d'actualité. Donc, sachez que mon espace santé est vraiment un produit qui regroupe le maximum de garanties de sécurité qu'on peut fournir aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'il y a zéro risque, le risque zéro n'existe pas. Néanmoins, on peut dire que mon espace santé est quand même ce qui se fait de plus sécurisé aujourd'hui. C'est important aussi que stratégiquement et d'un point de vue souverain, ce soit l'État qui propose un tel service de santé, que ce soit la CNAM qui propose cet outil avant que ce soit les GAFAM qui vous proposent un Google Santé ou autre, où vos données sont stockées à l'étranger, peuvent être soumises à des lois d'un pays étranger qui peut s'en saisir à tout moment et qui pourrait aussi induire une utilisation lucrative de vos données. Là, ce n'est absolument pas le cas. C'est un service public créé à but non lucratif et dont l'accès est strictement restreint aux professionnels de santé. Donc, le produit est hébergé en France dans des zones spécialement sécurisées pour recevoir de la donnée de santé. Il est accompagné par l'ANSSI, il est aussi en phase avec le RGPD, surveillé par la CNIL, et il répond à tous les critères et aux exigences de sécurité en termes de protection de la donnée. En plus de cela, l'outil a été conçu pour donner le plus de transparence et de visibilité à l'usager, utilisateur lui-même. C'est aussi un gage de sécurité et de confiance. 3 données d'identification personnelle pour activer son espace, un code d'accès unique à chaque connexion, comme vos services bancaires en fait, et puis une identification biométrique qui est possible sur smartphone. Donc, l'accès à votre espace est également très sécurisé et puis à travers votre espace, vous verrez, vous avez de la visibilité sur un certain nombre de choses et notamment qui regarde les données dans votre espace, parce que c'est l'autre question de la sécurisation des données, qui va pouvoir consulter ces données. Donc, avec votre consentement, les professionnels de votre cercle de soins vont pouvoir consulter les documents sur lesquels ils sont habilités en fonction de leur profil métier. C'est-à-dire qu'un médecin généraliste va avoir une visibilité potentiellement large, un podologue pas du tout la même chose. Donc, voyez, en fonction de sa spécialité, on a accès à la donnée qui est utile ou non. Toujours avec le consentement de l'usager, qui est sollicité par oral avec votre praticien quand il prend votre carte vitale. Est-ce que je peux consulter également votre espace, vos données? Voilà, pour être bien soigné, moi je suis d'accord. Et tous ces accès sont tracés dans l'historique d'activité de votre compte. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir en détail la liste des professionnels qui ont accédé à votre espace. Donc, s'il y en a un qui ne serait pas un professionnel connu de vous, là, ça serait tout de suite visible. D'ailleurs, vous êtes notifié à chaque fois qu'un professionnel accède à votre espace. Donc, voilà, la sécurité du produit, la sécurité de connexion, la transparence dans les accès, le traçage de chaque accès, plus les alertes qui vous sont faites, correspondent à un niveau de sécurité, je dirais, assez fort pour vous donner confiance en cet espace qui est le vôtre. C'est le slogan, mon espace santé, vous avez la main sur vos données de santé. Alors, 2 situations d'urgence dans lesquelles le recueil de consentement est difficile, quand on est complètement inconscient et quand on est pris en charge par le SAMU, Centre 15 ou aux urgences, c'est quand même utile que le professionnel ait accès à la donnée. Il va avoir accès en mode brise-glace, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas vous demander si vous êtes d'accord de vive voix, donc il va prendre la responsabilité de le faire pour mieux vous soigner, pour vous sauver la vie. Et c'est quand même un accord que vous aurez donné, si vous voulez, à l'activation de votre espace. On vous demande confirmation que, si vous voulez bien, que le service des urgences accède à votre espace. Et ben voilà, là encore, moi je suis d'accord quand il s'agit de sauver des vies et en particulier la mienne, je suis d'accord pour qu'on accède à mes données de santé. Voilà, donc voilà pour ce qui est des accès et de la sécurisation de ceux-ci. Alors,
des questions encore. Donc, la présentation vous sera transmise, évidemment. J'ai cru voir passer tout à l'heure des applications qui s'interfacent avec mon espace santé. Ça va être des applications que l'on choisit d'installer et d'autoriser à s'interfacer avec son espace. C'est-à-dire peut-être y déposer des données, comme on parlait tout à l'heure de dispositifs médicaux connectés, surveillance de la glycémie, surveillance de la fréquence cardiaque. On doit autoriser donc la petite appli qui fera le lien entre le dispositif connecté et l'inscription de ces mesures dans mon espace. C'est comme ça que la donnée, l'interfaçage en termes de données va se faire. Bon, ça reste aussi encore à consolider. Je crois qu'à l'heure actuelle, l'échange de données n'est pas encore ouvert techniquement, mais l'avenir, ça sera ça aussi pour les personnes qui le souhaitent. Mais après, on n'est pas du tout obligé de choisir d'autoriser une application tierce à interfacer avec son espace santé. Donc, alors, les conséquences pour un patient qui se connectera jamais à mon espace santé. Pas forcément très importante, il n'aura pas accès à toutes ces fonctionnalités en détail. Néanmoins, il faut bien comprendre que cet espace santé, il a été créé pour ce patient, s'il ne s'y est pas opposé. Et déjà, en soi, c'est un bénéfice. Parce qu'on a ce réceptacle sécurisé qui va contenir les documents produits et qui va permettre aux professionnels qui nous soignent d'y accéder au bon moment. Donc déjà, voilà, même un senior qui ne va pas, et on le sait bien, aller naviguer tous les jours sur son smartphone pour gérer mon espace santé, eh ben, il a quand même un espace qui permet aux professionnels une meilleure coordination et donc une meilleure qualité du soin, soigner plus rapidement, soigner mieux. Donc ça, c'est bénéfique. C'est ça, finalement, la conséquence. Pour la synchronisation de l'agenda avec Doctolib et autres, je n'ai pas d'informations à ce sujet en ce moment, mais actuellement. Pareil, ça sera possible potentiellement via l'onglet catalogue de services de mon espace santé, mais c'est pour l'instant pas ouvert. Voilà. Alors, les données sont stockées sur le sol français, on l'a dit, dans des zones HDS, hébergement de données de santé. Donc, je crois qu'il se trouve que c'est dans les hospices civils de Lyon, peut-être. Non, je ne sais plus. Pour mon espace santé, je confonds avec un autre outil. En tout cas, c'est stocké en France et c'est sécurisé. Et c'est stocké par une société française. Je ne saurais vous dire exactement, mais c'est quelque chose qu'on pourra vous indiquer a posteriori. Alors, je reviens sur la présentation. Donc, mon espace santé, vous l'avez vu, c'est un outil très utile pour mieux gérer nos documents de santé. J'espère que vous avez été convaincus. En tout cas, l'activation, c'est très simple. Il y a un QR code d'ailleurs. Vous allez sinon sur le site monespacessanté.fr et avec votre carte vitale, 5 minutes de votre temps et votre téléphone portable, vous pouvez activer cet espace. Et déjà, aller naviguer dans les fonctionnalités, voir les documents qui sont déjà disponibles. Vous risquez d'être étonné, je pense. Et puis, c'est la meilleure façon finalement de s'en saisir, de bien comprendre comment ça fonctionne et d'être convaincu et de devenir ambassadeur pour en parler autour de vous. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Les enfants mineurs, alors les enfants mineurs sont automatiquement rattachés à leurs parents. Vous pouvez gérer leur profil en cascade dans mon espace santé. Et au moment de leur majorité, ils se dissocient donc de vous, ils prennent leur envol. Quelques chiffres. Alors, donc, on l'a dit, une belle dynamique, 97% des Français ont un espace ouvert. Ça a été multiplié par 2 en 2024, donc on a vraiment une courbe exponentielle. Un Breton sur 4 l'ont activé. On est déjà à plus de 25% d'activation. On a été assez précurseur en Bretagne avec ce taux d'activation qui montre un intérêt quand même des Bretons pour cet outil. Et on a des professionnels aussi qui jouent le jeu, qui alimentent, puisqu'on a 26,2 millions de documents alimentés par les professionnels bretons sur un total national de plus de 250 millions. Mais voilà, on a quand même un petit 10% qui vient de la Bretagne. Vive la Bretagne. Donc, vous voyez quand même que les Bretons sont sur le coup.
Et puis, un utilisateur sur 2 revient tous les 2 mois sur mon espace santé. Donc, plus il va y avoir de documents déposés par les pros, plus on va y aller. Et plus on va y aller, plus il y aura de documents. Et donc, voilà, c'est un cercle vertueux qui est en train de se mettre en place. Pour promouvoir tout ça, ça se fait pas non plus tout seul. Donc, on a mis en place un dispositif ambassadeur Mon Espace Santé qui a pour objectif de faire connaître ce service auprès de vous, auprès du grand public, auprès du secteur de l'inclusion, auprès des patients en établissement, auprès des collectivités pour le service qu'il rend à la population. Voilà, dans une actualité de système de santé en tension. On le sait, aujourd'hui, plus que n'importe quel autre moment, si on peut fluidifier tout ça, donner accès aux bons documents rapidement, que les professionnels ne soient pas obligés d'aller chercher tout ça, c'est avec Mon Espace Santé qu'on va pouvoir le faire. Donc, on propose à qui le veut de devenir ambassadeur de Mon Espace Santé. L'essayer, c'est l'adopter, donc activer, allez voir. Et puis, si vous voulez mener des actions ou accueillir des actions aussi de notre ambassadrice qui est au fond du lit, Nikita Morvan, la pauvre, j'espère qu'elle va aller mieux, n'hésitez pas à prendre contact directement avec nous. On pourra, à minima, vous donner des supports de communication, flyers, affiches, et puis organiser des choses avec vous. Également un site promoteur monespacesanté.bzh où vous retrouvez un agenda avec toutes les actions mises en place sur le territoire. Et puis, au téléchargement, disponible toutes les ressources, flyers, affiches ou autres documents. Voilà. Est-ce encore une petite phase de questions, peut-être? Merci Loïc pour votre présentation. Alors sur les questions, ce que je vais vous proposer, vu notre timing, c'est qu'on essaye de respecter, de garder un temps à 13h50, voilà, d'échange et de réponse aux questions. On va peut-être plutôt inviter pour le moment donc Madame Morvan, Madame Florence Morvan, directrice des soins de l'hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve, à témoigner de son expérience sur le sujet. Merci à vous. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, en effet, moi, je m'occupe des soins à l'hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve. Donc, c'est une organisation qui fédère 17 établissements, dont 13 en Bretagne, 3 en Provence et 1 dans le centre-ville de Nantes. Donc, des activités pour 2 tiers d'entre elles médico-sociales, des personnes âgées principalement, mais également des personnes en situation de handicap, avec des activités d'EHPAD et de foyer de vie. Et pour les activités sanitaires, on est privé non lucratif et on a des établissements, différents établissements en Bretagne avec des activités de court séjour, de chirurgie, de médecine, de psychiatrie, de soins de suite, d'urgence, d'HAD. On fait de l'ambulatoire et de l'hospitalisation complète, bien sûr, comme tous les établissements. Voilà, une diversité en tout cas de publics accueillis, des patients avec des parcours de plus en plus complexes, comme tous les acteurs de la santé. Et donc cet outil, Mon Espace Santé, écoutez, nous on l'a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est un outil de coordination des soins avec cette complexité des parcours, ces patients qui passent d'un établissement à l'autre. Pour une même pathologie, ils peuvent rencontrer X professionnels de santé, certains hospitaliers, certains de ville. Nous, on compte aussi sur cet outil pour lutter contre le fléau de la consommation de soins excessifs parce qu'on n'a pas toujours la visibilité de tous les examens complémentaires qui ont été faits parfois la veille, l'avant-veille. Donc là, avoir un espace où toutes les données sont déposées, actualisées, c'est un vrai outil dans la continuité des soins. C'est un vrai levier dans notre démarche d'amélioration continue de la qualité dans laquelle on doit tous s'engager. Et puis, c'est un levier de la fluidité des parcours parce que d'avoir les éléments à jour, ça permet aussi aux patients d'être en confiance avec tous les acteurs qu'ils rencontrent de manière des fois très, très courte. Donc avoir un espace commun à tous, sécurisé, écoutez, c'est un vrai contributeur à la continuité des soins en tout cas.
On sait bien hein, que les éléments qui vont engager des risques pour les patients, c'est notamment les interfaces, hein, c'est les moments de rupture dans les parcours. Donc voilà, avoir un outil pour alors à la fois l'alimenter, hein, parce que quand les patients viennent dans nos établissements, eh bien les professionnels déposent les documents au fil de l'eau. Alors comment on a organisé tout ça? Ben, on essaye de plus en plus de recueillir le consentement du patient à l'entrée dans un établissement et d'automatiser du coup ce dépôt de documents au fil de l'hospitalisation. Si le patient s'oppose, eh bien évidemment la mention est notée dans son dossier patient informatisé de sorte que les documents ne soient pas déposés. Ça nous arrive rarement, mais ça arrive. Et puis aussi toujours laisser la possibilité au patient de retirer le consentement initial qu'il nous a accordé pour le dépôt des documents et à tout moment il peut le faire. Et puis ça nous sert aussi à consulter, bien entendu, les synthèses d'hospitalisation précédentes, les antécédents des patients, le traitement actuel, évidemment, pour analyser une situation avec tous les paramètres de complexité qu'elle représente en cas d'hospitalisation. Pour nos usagers résidents hein, de nos établissements médico-sociaux, c'est aussi un facteur contributif de la continuité des soins, notamment quand ils sont hospitalisés ou qu'ils ont des examens complémentaires. Recueillir les résultats des examens en un temps record, c'est aussi contributeur de la qualité des soins. Voilà, donc sur le principe, en tout cas, nous, c'est quelque chose, c'est un vrai outil, on l'a identifié comme tel. Après, sur la mise en œuvre, c'est comme tout changement hein, dans les pratiques, c'est un changement de culture. Vous avez évoqué quelques résistances, notamment en termes de sécurité des données, enfin en tout cas doute sur la sécurité des données. C'est un sujet qui préoccupe chacun aujourd'hui à juste titre. Les données sont sensibles, évidemment. Donc, certains usagers, certains professionnels aussi, montrent quelques facteurs. Alors, peut-être pas de résistance, mais d'hésitation. L'appréhension du sujet, en tout cas, elle est extrêmement disparate. On a aussi des professionnels avec des niveaux de maîtrise des outils numériques qui sont disparates, hein, comme dans tous les établissements. Donc on a besoin d'accompagnement pour ça. On a utilisé les flyers, les affichages, on a formé notre personnel, on essaye de sensibiliser tous nos usagers à tous les moments. Il faut y aller, revenir, reformuler les messages, rassurer les personnes. C'est un travail assez colossal à l'échelle de nos établissements. Mais bien sûr, on s'y attelle parce que encore une fois, c'est un grand levier d'amélioration de la continue et c'est un devoir de s'y engager. Maintenant, c'est vrai que c'est pas si simple. Voilà, la mise en œuvre, j'étais étonnée quand j'ai vu que ça faisait 3 ans. Vous voyez, j'avais l'impression que c'était plus récent que cela. Donc parce que on est encore vraiment dans le gros travail d'acculturation. Il est loin d'être terminé, tant auprès des usagers que nos salariés, et auprès des aidants aussi, parce que pour la population âgée notamment, ou les personnes vulnérables, nous avons à nous rapprocher des aidants, des proches. Voilà. Donc tout ça, ça nécessite une stratégie hein, pour le développer à l'échelle de l'hospitalité, notamment par le biais de la formation et de l'accompagnement, parce que la formation ne suffit pas. Et peut-être je peux donner la parole à notre ingénieure pédagogique que je vois connectée, qui est Stéphanie Fradet, et qui travaille en particulier sur ce volet de la formation. On ne t'entend pas, Stéphanie. Enfin, pour ma part, en tout cas, je ne t'entends pas. Non, on ne vous entend pas, Stéphanie. Non, ça fonctionne pas. Ah. Non, toujours pas. Bon, désolée, du coup, ou alors peut-être qu'il faut que je coupe mon micro. C'est peut-être parce que je n'ai pas coupé mon micro. Non, je ne pense pas. Alors, je ne sais pas si, Stéphanie, vous avez la possibilité de choisir votre micro avec la petite flèche. Non.
Mince, mais non. Je vais dire quelques mots si vous voulez. C'est pas grave, Stéphanie. Juste vous dire que voilà, à l'hospitalité, on a la chance d'avoir un centre de formation interne, donc qui nous permet d'offrir en fait une offre de formation qu'on essaye d'adapter le plus possible, en tout cas, au plus près des besoins de nos salariés. Et donc, Stéphanie contribue, bien entendu, avec l'ensemble des professionnels de l'hospitalité, les directeurs, mais aussi les équipes soignantes, les médecins, les pharmaciens, parce que voilà, les sujets à risque dans nos domaines, ils sont nombreux. Donc voilà, l'analyse des risques, l'analyse des événements indésirables, la démarche qualité, c'est tout cela, fait que on a une analyse concertée de nos besoins d'accompagnement en formation. Et donc, le sujet numérique, bien sûr, fait partie des leviers que Stéphanie est en train de travailler parce que nous sommes dans un secteur d'activité où le recrutement n'est pas toujours facile. Nous recrutons de plus en plus de professionnels qui ne sont pas forcément qualifiés au démarrage lorsqu'on les recrute et puis on les forme en interne. On fait de la formation initiale également et beaucoup d'actions de formation continue. Et donc, dans notre programme de formation continue, il y a notamment l'accompagnement à l'usage des outils numériques et en particulier au rôle de chacun en fonction de son profil métier, en effet. Quelle contribution peut-il apporter pour développer l'usage de mon espace santé, donc directement en tant que professionnel, mais aussi en accompagnement des usagers et des aidants. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour votre intervention, Florence et Loïc également auparavant. On va maintenant donner la parole à Pascal Caligari qui va pouvoir nous présenter l'outil Donne-moi ta donnée. Voilà, on vous écoute, Pascal. Si vous arrivez à... Voilà, parfait. C'est bon, vous m'entendez? On entend de loin. Ah, de loin. Alors, je vais parler un tout petit peu plus fort, comme ça devrait aller. Nickel? Super. Bah, écoutez, je suis très très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur cet outil Donne-moi tes données. Donc, je suis Pascal Caligari, je fais partie de l'assurance maladie avec une double casquette aujourd'hui, puisque je suis le DPO, donc le délégué à la protection des données pour la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. Mais j'ai également une mission nationale sur l'inclusion numérique, ce qui fait que j'ai eu le plaisir de croiser certains noms que j'ai pu voir dans la liste des personnes qui sont connectées et en fait de rendre un petit peu à la communauté de la médiation numérique ce qu'elle donne, puisque cet outil Donne-moi tes données, je l'ai alors je ne sais pas, c'est vous qui déroulez la présentation? Tu reprennes la main, Pascal, on n'a pas tes slides. Ok, alors l'écran, je pense que vous voyez. Alors, pour la manipulation, vous allez pouvoir voilà, reprendre la petite croix en bas à gauche, devenir présentateur. Ça, j'ai fait. Et... Voilà. Et ensuite, juste à côté de la caméra, vous avez partagé mon écran. Logiquement, un petit écran. Nickel, merci. C'est la première fois que j'utilise l'outil. Je vous en prie. Voilà, c'est tout petit par contre, je ne sais pas si vous voyez. Bon. Donc c'est un jeu sérieux que j'ai emprunté à une structure de médiation numérique du Nord qui s'appelait malheureusement Pop Café, le numérique au comptoir, et qui présente l'énorme avantage d'expliquer au grand public ce qu'est de la donnée personnelle, de la donnée de santé, et comment elle peut se partager. Alors, au sein de l'assurance maladie du Finistère, on a donc décidé d'utiliser cet outil-là parce qu'il permet de sensibiliser l'ensemble des collègues de la caisse à la protection des données et de pouvoir le faire d'une manière un peu plus ludique, c'est-à-dire qu'en aucun cas on passe par l'article 15 alinéa 3 qui est particulièrement rébarbatif. C'est une série de petits quiz qui entraînent systématiquement des commentaires, des interactions et des discussions pour que les gens prennent vraiment conscience de l'importance de mettre en œuvre la réglementation et surtout l'énorme avantage que l'on a à utiliser
donne-moi tes données, c'est qu'en permanence, on passe du professionnel au personnel et faire comprendre aux gens que notre pratique professionnelle a un impact sur d'autres personnes et que les pratiques professionnelles d'autres personnes ont un impact sur elles, ça permet de bien à chacun de prendre la totale mesure de l'ensemble. Alors évidemment, c'est fait de manière ludique. Toutefois, on aborde tous les fondamentaux, évidemment, du règlement général de la protection des données, avec ce que c'est qu'une donnée personnelle, une donnée sensible, une donnée de santé, comment on les protège, ce que c'est qu'un traitement de données. Le SNDS, qu'est-ce que c'est? Le fameux Health Data Hub, in French in the text, et le principe de minimisation des données. Bref, on balaye l'ensemble des éléments et je vous ai mis là quelques exemples de diapos qui sont utilisés. Alors évidemment, j'ai un petit peu adapté parce qu'il y avait quelques coquilles dans ce qui figurait. Voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle? Un choix, les gens se positionnent sur la réponse 1, sur la réponse 2, et on enclenche le débat sur ce que c'est qu'une donnée personnelle. Et puis on explique. Et puis, une donnée personnelle, c'est quelque chose qui permet de nous identifier directement ou indirectement. Et ben dans l'indirectement, quand on parle du radar, quand on se fait flasher au radar et qu'on reçoit le courrier, je vous assure que les gens comprennent ce que c'est qu'une donnée personnelle indirecte. Et on n'est pas dans le domaine de la santé, mais on y vient après. Donc on essaye toujours d'illustrer les choses de cette manière-là. Par exemple, les données de santé, il y a une définition qui est donnée, puis il y a des choses qui sont un petit peu borderline, qui ne sont pas de la donnée de santé au sens strict, par exemple le poids, par exemple le nombre de pas. Tout seul, ce n'est pas une donnée de santé. Mais quand on commence à le croiser avec une autre donnée, ça en devient. Le poids, par exemple, 80 kg, ça ne signifie rien. Si on commence à dire que la personne mesure 1,10 m à 80 kg, on commence à pouvoir en tirer des conclusions sur sa santé. Donc, ça devient de la donnée de santé. Donc, ça permet d'aborder l'ensemble de ces subtilités-là. Ça permet également de voir, d'envisager tout ce qui est hébergement cloud, par exemple. Donc, mon espace santé, pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure, en France, en tout cas au début, c'était hébergé par Worldline, qui est une filiale du groupe Atos, qui est un groupe européen, donc pleinement RGPD. Voilà. Contrairement à d'autres qui sont hébergés par Amazon ou Microsoft. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée sensible? C'est une catégorie particulière de données, avec les données de santé sont dans la liste des données sensibles au même titre que les opinions politiques, que les opinions d'appartenance syndicale, les partis, les données génétiques, les origines raciales ou supposées raciales ou ethniques. Et tout ça, on le relie avec ce qui a donné naissance, en fait, à l'origine à la loi informatique et liberté, c'est-à-dire l'article du Monde Safari ou la chasse aux Français, qui est un article absolument édifiant sur la pratique de l'époque et pourquoi le législateur a mis en œuvre tous ces garde-fous. Le RGPD, c'est pas fait pour embêter les gens, c'est pas fait pour empêcher de travailler, contrairement à ce que parfois on peut entendre, c'est fait pour protéger que des pratiques absolument néfastes qu'on puisse faire il y a longtemps maintenant, ne se reproduisent pas. Voilà, ça sert à ça. Il y a une manière également ludique de faire comprendre en termes de sécurité ce que c'est que du cryptage de données avec des cartes de jeu, voilà, où là, on donne cette carte-là, la carte qui permet de décrypter, et on affirme que un personnage que l'on va suivre dans ce jeu s'appelle Mona. Eh bien, les collègues comprennent tout de suite que quand la donnée elle est cryptée, elle n'est pas accessible immédiatement. Et c'est donc toute cette petite série de mesures de sécurité qu'on met les unes derrière les autres qui font qu'au final, on n'arrive pas à y accéder et qu'on est correctement protégé. Voilà, c'est donc tout un tas de petites choses comme ça qui permettent de comprendre ce qu'est de la donnée de santé, comment on la protège et tout ce qu'on doit mettre en œuvre à titre professionnel, mais également à titre personnel, puisqu'on aborde les réseaux sociaux et comment on doit se protéger également de tout ça. Alors, j'allais parler de retour d'expérience. Le jeu, il est toujours un accès libre. Je l'ai vérifié la semaine dernière sur le wiki de PopCafé, qui est toujours ouvert. Donc, je vous ai mis le lien là.
La seule chose dont vous avez besoin, eh bien, c'est de créer un identifiant et ensuite vous pouvez y avoir accès. Vous récupérez les éléments, les fichiers qui permettent le décryptage et les différents éléments qui permettent, qui sont absolument en libre accès. Alors, les indications qui sont données par PopCafé, qui étaient une durée à partir de 20 minutes, sincèrement, je n'ai jamais réussi à faire moins de 45 minutes. Jamais. On tourne plutôt autour d'1 heure. Le nombre de participants, 1 à 8, c'est OK, c'est bien. Public adulte, oui. Faire ça avec un public jeune, non. Mieux vaut utiliser ce que fait Jennifer Elbaz de la CNIL quand elle va à la rencontre des élèves, soit en école primaire, soit au collège ou au lycée. Elle a fait des kits qui sont absolument formidables. Ou ce qui est fait par le site cybermalveillance.gouv.fr, qui est absolument admirable également sur le jeune public. Et en termes de matériel, une tablette, c'est un peu petit quand on est quand même avec 8 personnes, mais un vidéoprojecteur ou un écran télé, ça passe très très bien. Voilà. Je reste à votre disposition si vous souhaitez qu'on échange après, parce que je vois que l'heure tourne. J'essaie de respecter mon timing de 10 minutes. C'est très bien, merci beaucoup. Jusqu'ici, le timing est tenu. Bravo pour ça, puisque c'est un beau défi, vu le nombre de personnes intervenantes aujourd'hui. Je vois que vous avez répondu au fur et à mesure aux questions, Loïc et Florence également. Je voyais que vous étiez en train de rédiger. Merci pour ça. Laura a suivi voilà, les questions dans le chat depuis tout à l'heure. Il me semble pas, donc il ne te semblait pas qu'il y avait des questions qui n'avaient pas trouvé leur réponse pour le moment. Non, effectivement, il y avait des questions du coup où Monsieur Charpentier a pu y répondre directement en fait dans la conversation. Après, n'hésitez pas. Voilà, il nous reste quelques minutes, donc n'hésitez pas à relancer des questions sur les différentes interventions qu'il y a eu. Mais effectivement, suite au témoignage de Florence et à l'intervention de Pascal, il n'y a pas forcément de questions qui sont revenues, mais je vous en prie. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions et en même temps, on souhaitait avoir éventuellement une petite ouverture sur les autres outils numériques en santé. C'est des conversations qu'on a eues aussi sur la préparation de ce webinaire. Donc, je vous laisse aussi la liberté d'intervenir si vous le souhaitez suite à ces échanges. Je vois que plusieurs personnes sont en train d'écrire, donc on va attendre que les questions arrivent. Oui, c'est vrai qu'on s'était dit qu'il fallait profiter de l'occasion d'avoir autant d'acteurs de l'inclusion numérique pour parler des autres outils, parce que c'est vrai qu'actuellement, il y a pas que mon espace santé, il y a aussi d'autres outils numériques qui sont en train d'être déployés, des outils numériques du quotidien. Je pense notamment à Via Trajectoire Grand Âge, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un outil pour faire une demande de place en EHPAD, pour simplifier. Donc, c'est un outil qu'on déploie sur toute la région. Déjà, Finistère, Ille-et-Vilaine et Côte-d'Armor sont déployés. Et on commence avec le Morbihan. Donc, c'est possible que, voilà, on va tous avoir besoin d'utiliser cet outil un jour ou l'autre pour accompagner nos seniors à faire une demande en établissement personnes âgées via Trajectoire Grand Âge. Donc, c'est en ligne, c'est sécurisé, c'est un outil aussi, c'est un service national. Néanmoins, c'est un service voilà, sur lequel, quand on est un peu éloigné du numérique, si on n'a pas d'aidants familiaux, de proches aidants, on peut avoir besoin d'un accompagnement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on œuvre aussi, on veut impulser le fait que la santé, c'est vraiment un sujet de l'inclusion numérique d'aujourd'hui et de demain encore plus, puisqu'on a de plus en plus d'outils dont il faut savoir se saisir pour faire ces démarches du quotidien. Une demande en EHPAD, suivre ces documents de santé dans mon espace santé ou même prendre rendez-vous en ligne, etc. Donc, je pense que c'est des sujets auxquels vous êtes confrontés au quotidien. Et si vous voulez en échanger, si vous avez des questions, n'hésitez pas aujourd'hui ou sinon demain à prendre contact avec moi directement. On a une question sur Via Trajectoire. Donc, apparemment, les médecins ne sont pas forcément équipés. J'ai été en ligne sur cet tout outil. le monde est équipé, c'est vraiment un site internet. Donc,
suffit de s'y connecter et avec un identifiant mot de passe quand on est patient, avec sa carte CPS quand on est médecin ou avec un compte hospitalier quand on est en structure hospitalière, on peut se connecter à l'outil, il suffit d'avoir Internet. Donc, il n'y a pas d'équipement nécessaire. Normalement, il y a une grande information, sensibilisation qui a été poussée par l'ARS, les départements, l'assurance, les caisses d'assurance maladie dans les différents départements. Des flyers aussi ont été édités, distribués normalement vers les officines, les cabinets de médecine générale ou autres. Enfin voilà, n'hésitez pas à nous remonter là encore s'il y a des petites difficultés sur les territoires. On prendra l'appel pour y remédier. Merci Loïc. On a une question sur Doctolib. Je vais laisser Laura prendre le relais. Oui, effectivement, c'est en lien avec Doctolib, puisque la question est est-ce que mon espace santé propose à terme un outil de prise de rendez-vous médicaux, puisque effectivement, Doctolib étant un outil privé, ne répond pas forcément à toutes les exigences que peut avoir mon espace santé. Je peux prendre la question côté national. Alors, nous, on n'a pas vocation à faire des outils de prise de rendez-vous. Hein. Vraiment, le créneau de mon espace santé, c'est vous avez la main sur vos données de santé. Donc, c'est votre coffre-fort pour contenir vos données de santé. La stratégie vis-à-vis des autres acteurs qui proposent des services à valeur ajoutée, que ce soit des services de prise de rendez-vous, des services d'information en santé, des dispositifs médicaux qui vous aident à mieux suivre votre diabète, votre maladie rénale chronique, etc. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir qu'elles existent, qu'elles soient disponibles, mais que par contre, elles respectent les règles du numérique en santé en France, donc de sécurité, d'interopérabilité et d'éthique de la pratique. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé le catalogue de services de mon espace santé pour les lister et que vous puissiez les retrouver dans le catalogue de services directement dans mon espace santé et les utiliser en toute confiance si elles y sont. Merci Pierre pour votre réponse. Est-ce qu'on a une autre Il n'y a pas d'autres questions. Il y a par contre une intervention aussi de Madame Emma Com qui dit que l'outil ICOP mis en place par l'ARS pour prévenir pour les risques pour les plus de 60 ans via une application lui a été présenté. Donc c'est par exemple un autre outil qui peut exister. Et voilà, toujours des informations sur effectivement certains médecins. Voilà, on a bien senti que la dynamique était en cours pour que la mobilisation des médecins qui transmettent bien les documents. Enfin voilà, on a l'impression que voilà, c'est très inégal selon les territoires. On voit bien que certains montrent que voilà, certains professionnels de santé ne jouent pas le jeu, mais a priori, il y a quand même sur certains territoires beaucoup de professionnels qui jouent le jeu. Oui. Donc voilà. Ce que j'allais vous dire après, il faut remettre les choses dans leur contexte. On peut avoir un ou deux médecins qui, sur un territoire, sont réticents à utiliser tel ou tel outil, sont réticents à utiliser le numérique, tout simplement. Il y a des médecins qui n'ont pas d'ordinateur encore. Ça vise à disparaître quand même, ce cas de figure. Mais voilà, on a plus de 1000 médecins généralistes sur chaque département. Donc, je vous laisse faire le calcul. Si on a 3 médecins réticents par département, ça sera bien... Voilà, on a un ratio quand même d'engagement qui est assez favorable. C'est pareil pour les outils Mon Espace Santé. On a toujours des gens qui sont un petit peu réticents au départ et puis en fait ils prennent le train en marche. Ils seront peut-être les derniers du wagon, mais le sens de l'histoire, c'est ça. Et finalement, on va y aller doucement. Alors j'ai noté que certains étaient étonnés qu'au bout de 3 ans, on n'en soit que là. J'ai envie de dire, au bout de 3 ans, on a fait pas mal de chemin quand même, avec 17 millions de Français qui ont activé, un Français sur 4, un Breton sur 4, et puis 250 millions de documents transmis. En 3 ans, c'est pas mal. Voilà, en 15 ans, avec le DMP, on n'avait pas fait mieux. Et puis, peut-être qu'il faut réfléchir au délai qui a été nécessaire pour mettre en place la carte vitale, par exemple. La carte vitale, aujourd'hui, c'est une évidence. Personne ne pourrait fonctionner sans. Je pense que mon espace de santé, demain, ça sera la même chose. Merci beaucoup. Il est 14h. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci à l'ensemble des intervenants, intervenantes. Donc on n'a pas passé la partie sur les 3 ans de mon espace santé, mais du coup, j'imagine qu'on fera une communication à part, du coup. Si vous souhaitez... Moi aussi, je dois enchaîner, donc... Oui, d'accord.
Alors, oui, je pense qu'à la limite, vous pourriez faire une communication. Sinon, si vous avez envie d'en dire quelques mots, on a encore des personnes qui sont connectées. Le webinaire est enregistré, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez dire 2 mots à le faire. J'ai aussi une réunion qui commence à 14h, donc je contenterai des D'accord. éléments par écrit. Très bien, on fera comme ça et on relaiera. En tout cas, voilà, je le redis, le webinaire est enregistré, il sera disponible sur la chaîne YouTube du Hub. N'hésitez pas aussi à revenir vers nous si vous avez des questions et si vous souhaitez accéder au support par la suite. Merci à toutes et tous d'avoir été, de vous être connectés pour ce webinaire et encore une fois à l'ensemble des personnes ayant intervenu sur ce webinaire. On vous dit à bientôt et on vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir. Au revoir.